11e journée. Onzième journée avec 22 buts marqués, 254 depuis le début de la saison. Sur les 22 buts, 10 ont été inscrits lors de la première période. Coup de tonnerre dans le championnat. D'ici une demi-heure, vous saurez tout. 4 résultats nuls, 4 cartons rouges, c'est beaucoup. Et pourtant, il a fait très froid sur l'ensemble des stades de première division. Bonsoir, la trêve de 10 jours a permis à l'équipe de France de s'imposer face à l'Autriche 2-0, a permis aux espoirs de s'imposer face aux espoirs autrichiens 6-1. Alors en attendant la Coupe d'Europe mercredi, en attendant la venue de la Finlande le 14 novembre prochain au Parc des Princes, eh bien place au championnat avec cette 11e journée. Une journée que nous débutons avec un Sochaux-Monaco. Sochaux n'a subi qu'une seule défaite à domicile depuis le début de la saison, c'était un 3-0 face à Auxerre. Malgré cet accident, malgré cet accroc, tout va bien pour l'équipe de Sylvester Takak au stade Bonal. Mais attention, le visiteur du soir s'appelle Monaco. Et Monaco réussit toujours très bien au stade Bonal. La preuve, une victoire 3-1 l'an passé. Sochaux-Monaco avec Vincent Radio. Savez-vous ce qu'est une bête noire? Rien à voir avec monsieur l'arbitre. La bête noire de Sochaux est en rouge et blanc. Elle vient de Monaco et elle se plaît bien au stade Bonal. En 10 saisons, les Sochaliens à domicile n'ont battu les Monégasques qu'à 2 reprises. La bête noire attend les jaunes au coin du bois et Franck Sylvestre veut l'empêcher d'approcher trop près du but. Mais la bête a les naseaux fumants et quand Christian Pérez tire le coup franc, elle montre ses crocs de berger allemand, ceux de Jürgen Klinsmann. Alors cette bête noire, il faut la prendre par les cornes. Le premier à s'y risquer, c'est Benjamin Clément. Il vient la narguer puis confie le ballon à son compère Patrice Garande. Franck Sylvestre est à l'affût et il vient porter le premier coup à l'animal. C'est par un trou de souris qu'il choisit de le blesser à la 20e minute de jeu. Prise à rebrousse-poil, la bête noire est verte de rage. Elle rue dans les brancards. Un quart d'heure plus tard, le loup est dans la bergerie. Et c'est Christian Pérez qui donne le coup de dent et donne l'égalisation à Monaco. En seconde période, les jaunes maintiennent l'adversaire près de sa cage, puis lui lancent des piques. Frédéric Darras est celui qui s'en approche le plus. Mais à 10 minutes de la fin du match, Monaco redresse l'échine. C'est à nouveau Christian Pérez qui désarçonne Stéphane Ferrand. 2-1. Grâce au poteau, Monaco est encore victorieux au stade Bonal. La bête monégasque est toujours noire pour Sochaux, mais dans l'ensemble, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Le monstre rouge et blanc ne fait plus grand peur cette saison. Oui, mais le monstre rouge et blanc vit toujours et on verra la progression au classement de l'AS Monaco grâce au retour de Christian Pérez. Très peu de cartons, c'est bien. Valenciennes-Le Havre maintenant avec un public de Ningesser qui s'impatiente car si l'équipe de Valenciennes réussit pas trop mal à l'extérieur en prenant notamment 5 points sur 12, ça ne marche pas à domicile, mais alors pas du tout, pas le moindre succès. Ningesser est en train de gronder. Ce soir, l'occasion est peut-être bonne avec la venue du Havre, une équipe du Havre qui n'a pas obtenu le moindre succès en déplacement. Et puis Valenciennes-Le Havre, ça se jouera également sur un petit air de nostalgie. Regardez ce ballon défraîchi, cela faisait 31 ans que ces deux équipes ne s'étaient pas rencontrées. Valenciennes-Le Havre avec Stéphane Lippert. Souvenir, c'était en 1961, Philippe Mahut avait 5 ans et Le Havre et Valenciennes se rencontraient pour la dernière fois en première division. La dernière fois avant ce soir où Valenciennes a décidé d'attaquer à 100 à l'heure. 6e minute, Goël s'échappe sur l'aile droite. Un centre pour Kovacs, à la lutte avec Bénédet, le Hongrois s'écroule. Monsieur Bata siffle pénalty. Sur 3 tentatives, Bourruchaga en a déjà raté une cette saison, mais cette fois-ci, il ne va pas manquer la cible. 1-0 pour Valenciennes. Mais les nordistes ne vont pas savourer leur joie bien longtemps. 9e minute, un ballon anodin de Régis pour Matriciano. Le gardien ne peut se servir de ses mains. Joël Thierry profite de l'hésitation. Égalisation, un but partout. C'est le 3e but de la saison pour l'Ivoirien, mais certainement pas le plus spectaculaire. Thierry qui revient en forme au bon moment après une année difficile. Les Valenciennois ne semblent pas abattus, au contraire, ils vont repartir de plus belle. D'abord, cette reprise de Robert, déviée par Pifto et sur laquelle Goël arrive un poil trop tard. Et puis, 20e minute, Kovacs récupère le ballon aux 25 mètres. Grand pont sur Bénédet. Pifto repousse, mais Robert est à l'affût. 2-1. Le public exulte, un but qui prouve que Robert le gaucher sait aussi se servir de son pied droit. Les nordistes accentuent leur pression, centre de Grosselin, tête de Goël, détente de Pifto. Robert centre à nouveau, mais personne n'est là pour reprendre le ballon.
Et au ralenti, on s'aperçoit qu'Alain Bénédet a failli marquer contre son camp. On approche de la mi-temps, coup franc dangereux pour Robert. L'ancien Nantais enroule parfaitement sa frappe, 3-1. Deuxième but de la soirée et troisième de la saison pour Christophe Robert. 3-1, c'est le score à la mi-temps. Après la pause, le rythme baisse nettement. Le Havre domine. Valenciennes pratique par contre-attaque. Et il faut attendre la 66e minute pour voir Goël se créer une nouvelle occasion. Les Havrais répliquent 10 minutes plus tard. Une talonnade de Delaunay pour Bruno Roux, dont le tir croisé est repoussé par le gardien. Mais c'est Valenciennes qui aura le dernier mot sur ce centre de Dunker. Robert prend son temps et ajuste Pifto. 4 buts à 1. Hat-trick pour Christophe Robert. Il va permettre à Valenciennes de remporter sa première victoire à domicile de la saison. Et Valenciennes n'avait inscrit que 2 buts lors des rencontres à domicile jusque-là. Troisième pénalty réussi par Jorge Boruchaga, 2 cartons jaunes pour Le Havre. Montpellier-Metz maintenant, avec Montpellier, avec cette équipe de Metz qui est en quelque sorte l'étalon de notre championnat, l'étalon de la moyenne. Et Metz est effectivement 10e avec 10 points, 2 victoires, 2 défaites, 6 résultats nuls, 14 buts pour, 14 buts contre, c'est vraiment la moyenne. Mais Montpellier-Metz, c'est un match à suivre avec Christian de Tranchant. Avec 4 attaquants de pointe, Montpellier se devait ce soir d'être résolument offensif. Et à l'image ici de Kader Ferraoui, il le fut. Relais avec Fabrice Divert qui sans contrôle dévie pour Olivier Piqueux. Frappe intérieur pied gauche et premier arrêt de la poitrine pour le capitaine messin par intérim, Philippe Luclinger. Montpellier domine, remise en jeu, Bertrand Rezeau. Kader Ferraoui qui lui redonne le ballon. Ouverture à destination de Fabrice Divert. Contrôle orienté, déviation pour Olivier Piqueux qui une nouvelle fois permet à Philippe Luclinger, mais de la main gauche cette fois, de s'illustrer. Bien que parfaitement organisé, les Messins subissent. Coup franc, Joël Fréchet, Philippe Périlleux plus haut que Lubos Kubik, dévie pour la tête d'Olivier Piqueux pour enfin, à deux mains, une parade de Philippe Luclinger. 0-0 sera le score à la mi-temps et pour 22 acteurs avares de but, cela vaut bien une petite marche écossaise. Même scénario en seconde période, Montpellier domine, se crée des occasions mais ne concrétise pas. Décidément, la poisse colle aux chaussures de Fabrice Divert. Fabrice Divert que l'on retrouve à la 74e minute, qui lève bien la tête, centre à destination d'Olivier Piqueux, qui donne une superbe détente devance Éric Bertrand pour enfin de la tête gagner son duel face à Philippe Luclinger. Montpellier 1, Metz 0, ce sera le score final et de 6 buts pour Olivier Piqueux qui ce soir doit être tout près de la place de meilleur buteur du championnat de France. On verra ça Christian, on verra ça, mais Metz doit s'accrocher pour rester dans la moyenne car Metz se déplace à Lyon la semaine prochaine. Lille-Toulon maintenant, semaine après semaine, on vous rappelle que Lille ne marque pas de but. Et c'est vrai, 10 matchs de championnat, cela fait 900 minutes. 900 minutes, cela fait 15 heures de jeu. Des Lillois qui n'ont inscrit que 3 buts pendant 15 heures, cela fait une moyenne d'1 but toutes les 5 heures. C'est très peu. On va revoir tout de suite les 3 buts inscrits par Lille depuis le début de la saison, avec lors de la deuxième journée, un centre de Frantzen et une reprise de Rollin qui bat Montagnier. 4e journée contre Valenciennes, Assadourian va servir Frantzen qui trompe Matriciano. Et 7e journée contre Metz, Frantzen pour Rollin. Et cette fois, c'est Luclinger qui va devoir s'incliner. Et Lille qui n'a pas inscrit le moindre but depuis 303 minutes. Là encore, le stade de Grimont-Pré-Joris est en train de gronder. On va voir ça avec Jacques Vendroux. Beaucoup d'absents côté lillois. Buisine par exemple et Thierry Olexiac sur le banc. Le capitaine est remplacé pour la circonstance par Jean-Claude Nadon, capitaine pour la première fois de sa carrière. Malgré les absences de Tis Exuereb, le président toulonnais est serein et Victor Zvinka est là en spectateur. Après 10 minutes de jeu, première attaque de Lille, centre d'Assadourian et belle intervention de Borelli. Après 25 minutes de jeu, première attaque de Toulon, 1-2 entre Anziani et Hérault, belle intervention du gardien Nadon. En deuxième mi-temps, nouvelle attaque des Lillois, tête de Borges, Borelli est encore là. À une demi-heure de la fin, eh bien, on s'aperçoit que les Lillois dominent mais n'arrivent pas à marquer. Cette tête de Mota qui passe largement au-dessus des buts toulonnais. Et à quelques minutes de la fin, Mota rentre dans la surface de réparation sur un bon ballon de Brisson. Il est fauché indiscutablement par Rabat. Le pénalty est accordé. Brisson tire ce pénalty à ras du poteau gauche. Et pourtant, Borelli part du bon côté. Victoire lilloise tout à fait logique. Une victoire lilloise qui redonnera sans doute le sourire à son entraîneur Bruno Metsu. Et Metz reste la seule équipe à avoir marqué un but au stade Grimont-Pré-Joris depuis le début de la saison.
Strasbourg-Auxerre maintenant avec un incroyable contraste entre ces deux équipes. Strasbourg fait partie des champions des matchs nuls. 6 réussis sur les 10 matchs joués depuis le début de la saison. En revanche, de l'autre côté, Auxerre n'est pas prêteur. Auxerre n'a encore jamais partagé le moindre match depuis le début de la saison. C'est la seule équipe dans ce cas-là. Strasbourg-Auxerre avec Philippe Bruet. Gilbert Grèce avait la mine soucieuse ce soir au moment d'accueillir Auxerre. Des soucis parce que le Racing n'a pas gagné depuis le 15 août. Et puis des tracas avec une infirmerie copieusement garnie. Pouliken, Assec et Paillard sont toujours indisponibles. Les Strasbourgeois au pied du mur sont vite rentrés dans ce match. Premier coup franc de Franck Farina. Mais dans leur enthousiasme, les Alsaciens dépassent parfois les limites. Ils écopent de 2 cartons jaunes en moins de 2 minutes. Carton jaune pour Keller et pour Murat ici, qui descend Coquard. Les Auxerrois subissent de nouveaux assauts. Martini va intervenir sur ce bon ballon de Stéphane Keshi. Et les joueurs de Gilbert Grèce vont être récompensés de leur effort en toute fin de première mi-temps. Ça chauffe dans la surface pour Auxerre. Regardez bien, à l'arrivée, Martini est battu. But de José Cobos. Strasbourg peut enfin respirer. Mais cette première mi-temps va se terminer de façon catastrophique pour Auxerre. Les Auxerrois contestent ce but trop vigoureusement. Christophe Coquard est expulsé à 2 minutes de la mi-temps. Et bien sûr, à 10 contre 11, les Auxerrois vont souffrir dès la reprise. Martini est très souvent sollicité. Reprise d'Éric Murat. Martini intervient. Pour l'instant, les Strasbourgeois n'arrivent pas à faire le break. Grèce n'est pas complètement satisfait. Il a raison, sa défense est fébrile. Exemple flagrant sur ce corner. Tête de Prunier. Thierry Bonalaire est tout seul. Il égalise pour Auxerre. Sanson n'avait pratiquement jamais touché le ballon. Et on va en rester là. Score final entre Auxerre et Strasbourg en Alsace. 1 partout. À 10 contre 11, Auxerre s'en sort bien. En revanche, pour Gilbert Grèce, les soucis continuent. Ah ouais, mais on disait qu'avec Auxerre, c'était tout ou rien. Eh bien, pour la première fois de la saison, c'est un résultat nul. Saint-Étienne-Bordeaux maintenant, avec une équipe de Bordeaux qui fait partie des coffres-forts de notre championnat. Et c'est tout simplement derrière le Paris Saint-Germain, la 2e meilleure défense du championnat. 6 buts encaissés, dont 3 seulement en déplacement. Saint-Étienne-Bordeaux avec Eric Bail. 20 minutes pour se dégourdir les jambes avant de voir la première véritable action. Sur ce coup franc pour les Verts, une reprise de volée de Thierry Gros. Santos contre et prend Huard à contre-pied. Saint-Étienne mène 1-0. Gros signe ici son premier but de la saison. Alors bien sûr, il est aux anges, mais un coup de sifflet a retenti. L'arbitre, M. Tellen, annule le but pour position de hors-jeu évidente de Passy et Mendy. Fausse joie. Quant à Huard, il file le frisson à ses équipiers avec ce dribble osé sur Tolo. Saint-Étienne domine, ballon pour Mendy, sortie musclée d'Huard, tir de Tolo, Huard réflexe du pied, tir de Passy et les Girondins se dégagent alors que le public réclame pénalty. Avec les mains, Huard accroche Mendy, avec les pieds, il dégage le ballon. 0-0 à la mi-temps et on se retrouve à la 64e minute avec Tolo qui échappe à Sénac, frappe, Huard détourne dans les pieds d'Étienne Mendy et 1-0 pour Saint-Étienne. C'est à partir de cet instant que le match dégénère. Tolo et Lissarassou se chamaillent. Lissarassou s'effondre, mais l'arbitre choisit d'expulser les 2 joueurs. Cela ne trouble pas les Stéphanois. 75e minute, Cyprien file sur l'aile gauche en se jouant de Santos. Centre pour Étienne Mendy et 2-0. Huard figé et 3e but de la saison pour l'attaquant stéphanois. Bordeaux va réussir à réduire le score après Valdeir contre Marseille et c'est son compatriote Santos qui marque son premier but sur un modèle de coup franc, 2-1. L'expulsion de Sénac viendra gâcher la fin du match. Les Verts peuvent quand même remercier Primard qui a suppléé in extremis Bell, trompé par Dugarry. Mais victoire quand même de Saint-Étienne face à Bordeaux. Bordeaux qui avait battu et Marseille et Monaco. 25 cartons rouges depuis le début de la saison. Voilà, il nous reste encore 4 matchs de première division à voir, mais on va vous faire patienter pour garder tout le suspense en attendant les résultats de la 2e division, car il y avait une journée complète ce soir. On commence par le groupe A, bien sûr. 11e journée, groupe A de 2e division, ça va venir. On repère les victoires à l'extérieur, celle de Rodez à Bastia. Là voilà, la grande surprise. Et c'est un coup de tonnerre en 2e division. Rodez qui s'impose à Bastia. En fait, c'était à Ajaccio, bien sûr. Le classement maintenant
avec Martigues 2 points d'avance sur Sedan et 3 sur Bastia, Istres et Mulhouse. En bas du tableau, Épinal avec 5 points est déjà en grand danger. Le groupe B, on l'enchaîne bien sûr. Alors, avec Châteauroux battu à Angers, deuxième défaite consécutive pour Châteauroux. Rennes, match nul à Amiens, 2-2. Et Rouen-Le Mans, 0-0. Il y a beaucoup de matchs nuls et pas de victoire à l'extérieur. Le classement, Rouen est en tête avec 2 points sur Angers. En bas du tableau, Lorient et La Roche-sur-Yon ferment toujours la marche. Paris Saint-Germain, Lens, maintenant on poursuit notre évocation de ces 10 rencontres du championnat de France de première division avec un Paris Saint-Germain, Lens et un invité inattendu, François Oman-Biyik. Oman-Biyik a quitté Marseille pour rejoindre le Nord. À Marseille, il a très peu joué, il laissera quand même regarder ce but inscrit en Coupe d'Europe. C'était face à Glen Toran. Voilà le but inscrit par François Oman-Biyik sous les couleurs de l'Olympique de Marseille avant de rejoindre le Racing Club de Lens. Et qui sait, ce soir au Parc des Princes, eh bien François Oman-Biyik sera peut-être le deuxième joueur à tromper Bernard Lama après le Messin Mohamed Chaouch. Et c'était sur penalty. Paris Saint-Germain-Lens avec Éric Bénard. 13 buts avec Rennes il y a 2 ans, 7 avec Cannes l'an passé. François Oman-Biyik est d'une efficacité des plus intéressantes, dit Arnaud Dos Santos, l'entraîneur lensois. 3 ans de contrat et le grand bonheur du Camerounais rejoue. Mais ouais, je crois que j'avais besoin de ça. Et ce soir, je vais pouvoir refaire mes débuts en première division. Je crois que je suis libéré. Bon, ce soir, je ne m'attends pas à faire un grand match. Bon, mais l'essentiel, c'est de retrouver le rythme de la compétition. Son objectif, marquer autant de buts qu'avec le Stade Rennais, mais c'est vrai qu'au Parc, on s'attend plus à voir le PSG attaquer. 5e minute, coup franc de Vincent Guérin, aile de pigeon de Ginola et premier arrêt réflexe de Varmuz, qui n'a alors plus pris de but depuis plus de 200 minutes. Georges Weah regarde tout ça du banc de touche avec Nouma. Il sort d'une grippe, un peu couru ce matin, mais Arthur Georges entend le préserver. Ce qui n'empêche pas le PSG d'attaquer toujours. 2 minutes plus tard, contrôle de Ginola. Et deuxième arrêt réflexe de Varmuz. On revoit tout ça au ralenti. Parmi les rentrées au PSG, celle de Daniel Bravo. Premier match comme titulaire ce soir. Et superbe occasion sur ce centre de Ginola. Il se gêne peut-être un petit peu avec Calderaro. On parle de rentrée, on ne les voit pas sur le banc. Mais Simba, Cloarec et Germain ont joué cet après-midi avec la division 3 à Lille. Un but partout, but de Simba. Parenthèse refermée, sur le terrain, Valdo distille parfaitement le jeu et récupère bon nombre de ballons. Mais dans les buts de Lens, il y a Varmuz, encore et toujours, 3e arrêt réflexe. 0-0, c'est le score à la mi-temps. Les Lensois s'organisent. Il faut croire en son étoile, disait Dos Santos avant le match. La preuve, ce tir de Magnier détourné in extremis par Bernard Lama. Weah peut s'échauffer. Le jeu, lui, s'équilibre, même si les Parisiens se créent une nouvelle occasion. Ici, avec Guérin, mais Varmuz est encore là. Il reste alors un peu moins d'une demi-heure à jouer. Bravo sort. Weah entre en jeu. Entrée sans effet dans l'immédiat, 70e minute, coup franc de Slater et tête d'Oman-Biyik qui ouvre le score pour Lens. Premier but d'Oman-Biyik en championnat cette année. Un but qui rappelle un petit peu celui marqué avec Rennes en début de saison. C'était il y a 2 ans contre justement le Paris Saint-Germain. Plutôt inquiétant, les Parisiens n'ont pas encore perdu un seul point à domicile cette année et ils réagissent. 75e minute, centre de Le Guen pour Guérin qui se gêne avec Calderaro, mais l'avancante parisien peut pivoter du gauche et égaliser un but partout. 4e but de la saison en championnat pour François Calderaro. Le PSG reprend l'ascendant, 5 minutes plus tard, 1-2, Weah, Valdo, il s'en fout de quelques centimètres, mais le score en restera là, un partout et premier point donc perdu à domicile pour le PSG. Un point de perdu, mais un Paris Saint-Germain toujours invaincu dans ce championnat. Et quel but inscrit par François Calderaro.
Des belles images, on devrait encore en voir avec une loupe braquée par Jean-Jacques Amsalem sur David Ginola. Certainement un peu triste de ne pas avoir participé au France-Autriche de mercredi dernier. Ginola en action au Parc des Princes face à Lens. Caen Nîmes maintenant pour poursuivre l'exploration de cette 11e journée avec un avide coup de vent sur Nîmes. Michel Mézy, le président, n'est pas content du tout. Après avoir assuré le maintien la saison passée, il pensait bien avoir une année relativement tranquille cette saison. Eh bien pas du tout, il n'y a pas de résultat. La qualité de jeu ne satisfait pas non plus Michel Mézy. Rappelez-vous le triste Nîmes-Montpellier d'il y a 10 jours. Alors il se pourrait que l'orage éclate en cas de mauvais résultats après ce Caen Nîmes suivi par Pierre-André Lacou. La moyenne avenois pour Caen, c'est 3 buts marqués par rencontre. Pour Nîmes, toujours à la recherche de son premier match gagné, la partie s'annonce donc difficile pour l'une des défenses les plus perméables du championnat. D'autant que la première action est caennaise, échappée de Christophe Point sur le côté droit. Son centre est repris par la tête de Gravelaine, une tête qui passe au-dessus du but de Pérez. Caen domine le début de match, 14e minute, coup franc habilement joué par le Stade Malherbe vers Gravelaine dans la surface. Gravelaine accroché par Cucufio. Cucufio qui accroche la jambe droite de Xavier Gravelaine. Monsieur Rideau siffle le pénalty, transformé par Stéphane Paille. 1-0 pour Caen, mais Nîmes réagit. Garcin trouve Vercruist au milieu de la défense de Caen. Le capitaine nîmois d'une frappe du droit égalise pour Nîmes et en battant Montagnier, Vercruist marque son 3e but cette année. Un partout à la mi-temps, mais à Caen, Xavier Gravelaine fait parler son talent d'international. Échappé sur la course de Gravelaine et centre au 2e poteau. Stéphane Paille croise sa tête et marque 2-1 alors pour Caen. Paille réalise le doublé avec cette tête qui prend Pérez à contre-pied. C'est le 4e but en tout cette saison pour Stéphane Paille. Mais Nîmes est de plus en plus entreprenant en fin de rencontre. 69e minute, un contre mené par Buffa. Buffa qui trouve Mondzuc démarqué. 2 partout après cette reprise. Et 2 partout au score final de cette rencontre. Nîmes n'a toujours pas gagné, mais réalise son 4e match nul consécutif après ce but de Mondzuc. C'est un résultat nul qui satisfera forcément et Michel Mézy et Léonce Lavagne. Doublé de Paille, il y a eu beaucoup de doublés ce soir. Toulouse-Lyon maintenant avec Toulouse qui cherche toujours un premier succès en championnat. Toulouse qui a connu pas mal de problèmes de gardiens. Mais bonne nouvelle, ce soir, voilà qu'arrive Alain Casanova, fraîchement débarqué de l'Olympique de Marseille. C'est le retour en première division de Casanova depuis 4 ans. Toulouse-Lyon avec Pierre Buet. Toulouse court toujours après son premier succès, mais depuis le début de saison, cette équipe a connu pas mal de soucis. Le dernier en date, la blessure au genou du gardien Olivier Penmas, indisponible 4 à 5 mois. Pour le remplacer, les dirigeants du Toulouse Football Club ont fait appel à Alain Casanova, le 3e gardien de l'Olympique de Marseille, tout heureux de retrouver l'élite ce soir face à Lyon, 4 ans après son dernier match en Division 1. Côté lyonnais, même formation que celle qui a joué devant le Paris Saint-Germain la semaine passée, à une seule exception près, le retour de James Doba à la place du jeune Abou. En première période, ce sont les Toulousains qui se montrent les plus dangereux. 17e minute, centre de Nemetchek. Bancarel est à la réception, frappe détournée. Le ballon passe à droite, début de Gilles Rousset. Le corner ne donnera rien. 3 minutes plus tard, corner sur la droite, la défense lyonnaise se dégage. Pavon récupère, frappe de 20 mètres. Rousset s'y reprend à 2 fois pour bloquer cette balle. À la mi-temps, les deux équipes sont à égalité 0-0. Deuxième période, coup franc pour Toulouse. Ferrer frappe, tête d'Hernandez au second poteau. Gilles Rousset détourne le ballon sur sa ligne en corner. Là non plus, ça ne donnera rien. La seule véritable action dangereuse côté lyonnais, 10 minutes avant le coup de sifflet final. Cette frappe de 20 mètres de Gava. Casanova en 2 temps stoppe ce ballon. La marque en restera là. Un 0-0 qui fait l'affaire de Lyon. Satisfaction malgré tout pour Casanova qui a gardé comme il fallait les buts toulousains.
Et un nouveau résultat nul pour Toulouse, 2 cartons jaunes à 1. Nantes peut devenir ce soir leader du championnat de France de première division. Une condition pour cela, battre Marseille au stade Vélodrome. Pas facile, Marseille c'est l'expérience. Marseille en quelque sorte c'est l'équipe de France A. Nantes c'est aujourd'hui l'équipe de France Espoir. Marseille, Nantes avec Grégoire Margoton et Christian Delcourt. Quand un jaune devient mûr, il franchit souvent le mur de l'Atlantique pour voguer vers de nouveaux horizons à l'image de Hedley. Sur les bords de la Méditerranée, Didier Deschamps est devenu le chef de file d'une équipe marseillaise expérimentée, contraste saisissant avec l'éternelle jeunesse nantaise. Non, dans le football, pour toi, la jeunesse, qu'est-ce que c'est? Disons, la jeunesse, c'est d'abord la partie technique qui est indispensable et l'enthousiasme. Et pour toi, l'expérience? Bien, l'expérience, c'est de pouvoir mener tout au long d'une saison qui comprend 38 journées, de pouvoir mener son équipe à terme et lui faire remporter un titre. Ah, les vérités de Robert et Raymond, ou plutôt Budzinski et Goethals, ils savent de quoi ils parlent. Le foot, c'est vraiment leur ballon d'oxygène. De l'oxygène au fumigène, il n'y a qu'un pas. Il est franchi dès la première minute par le COP Sud. Ça sent la poudre. 10e minute, la première véritable mèche sur le terrain est allumée par les Nantais. Artificiers de service locaux. On attend le coup de canon à l'entrée de la surface, mais Barthez enraye l'action. OM Nantes, c'est donc aussi une histoire de retrouvailles entre anciens Nantais locaux. Toujours lui prend le meilleur sur son ancien coéquipier Hedley à la finition Endoram pour un nouvel arrêt de Barthez qui contraste vraiment dans cette équipe marseillaise. Barthez, le petit genou au gros culot. Mais la force d'une équipe expérimentée, c'est aussi de savoir réagir. 29e minute, Voller réussit enfin à se débarrasser du marquage de Guyot et Ferry. Boxis s'est rendu disponible. Marot est battu, non. Le poteau est là pour vérifier l'adage désormais bien connu. La chance sourit souvent aux équipes fortes. C'est sûr, Nantes en fait bien partie en ce début de championnat. L'expérience, c'est aussi savoir être vicieux. Oh, juste ce qu'il faut. Tentative de Voller à l'entrée de la surface. Monsieur Ramos siffle, oui, mais contre l'Allemand, il ne faut pas abuser de la jeunesse nantaise. La pression marseillaise s'accentue alors. Le duel Boxis-Voller affole la défense nantaise. 37e à côté pour le Yougoslave. 3 minutes plus tard, ce sera cette fois-ci au tour de l'Allemand. En débordement. Et cette fois-ci sur Marot. Les grandes équipes possèdent toujours de grands étrangers. On le sait, à Nantes, si Vulic est le meilleur buteur du club, on compte surtout devant sur le Tchadien Endoram. Et on a raison, 1-0 à la 42e minute. Erreur de placement, presque une erreur de jeunesse dans l'axe central pour les Marseillais. Nantes n'avait plus marqué le moindre but au Vélodrome depuis 8 ans. Ouais, on joue avec le club habituel, c'est sûr, mais il ne faut pas se laisser aller parce que Marseille pousse et bon, on va essayer d'en mettre un autre pour essayer de bien faire. En mettre un autre, mais ils sont fous ces Nantais. Quand on n'arrive pas à marquer dans le jeu, on essaye sur phase arrêtée. 5 minutes de jeu en deuxième mi-temps et 2 corners qui donnent le frisson à Marot. Et voici ce deuxième dégagement de Marot. Pelé au centre et Angloma sur Marot. Quand on retrouve d'anciens coéquipiers, on laisse toujours les sentiments au vestiaire, c'est la règle. Mais cela vaut ici un carton jaune pour Deschamps, faute sur Karambeu. Aïe aïe aïe, Karamba. 55e minute. Ferreri est rentré pour apporter son talent et son sens du but. Voller le sait et le sert au deuxième poteau, mais Marot est encore sur la trajectoire. Et Nantes dans tout cela, que ses supporters se rassurent, les jaunes restent toujours à l'affût des bons coups. Et on va même retrouver Endoram pour le deuxième but nantais. Non, Barthez a retenu la leçon, un but, ça ne va déjà pas, alors 2, cela aurait été bonjour les dégâts. 72e minute, Deschamps, on l'a vu, n'apprécie que modérément la situation. Et ce n'est pas cette frappe qui change quoi que ce soit. 5 minutes plus tard, même endroit, mais pour un coup franc de Sauzé, cette fois-ci bloqué. On joue maintenant les dernières minutes, même la dernière seconde de jeu en foot. Il faut savoir surprendre, l'OM essaye une dernière fois. Trop tard, c'est fini. 10 ans après un dernier titre de champion de France avec les Touré, Ayache, Bibard, Picot, Nantes est en train de nous rejouer son refrain préféré. Nouvelle vague.
On est capable de battre Marseille. Beaucoup d'autres maintenant vont savoir que pas facile d'arrêter les petits jaunes. Ils vont prendre des dispositions. Ce sera à nous à contrarier tout ça. Ah oui, il peut être content, Coco Suodo, et fier de ses petits poussins. L'OM battu sur la Canebière. On va désormais chercher les raisons. Une chose est sûre, l'enthousiasme et la genèse des Nantais n'y sont pas étrangers. Et la dernière défaite de Marseille à domicile remonte au 25 janvier 92. C'était contre Toulon qui avait marqué grâce à un but de Blanc. Nantes en tête du championnat, on va vérifier ça avec nos tableaux en commençant par les résultats de cette 11e journée, Jérôme, avec tous les matchs, tous les buts. Ça vient. On y est, avec donc cette victoire à l'extérieur de Monaco et celle de Nantes, les deux grands bénéficiaires de cette 11e journée. Au classement, Nantes devient le 4e leader du championnat après Monaco, après Auxerre, après Montpellier et après le Paris Saint-Germain qui était en tête depuis la 4e journée. Dans le bas du tableau, Toulon, Toulouse sont au coude à coude. Les buteurs, il y a 121 joueurs de première division qui ont inscrit au moins un but depuis le début de la saison. Piqueux rejoint le tandem Gravelaine-Wea en tête. Voilà, la prochaine journée de jour de foot, ce sera bien samedi prochain pour la 12e journée. Rendez-vous mercredi pour les Coupes européennes. On est très en retard, on vous laisse avec Jérôme Revon. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Salut!